Bonjour, nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui ici à Ouagadougou dans le cadre de la 28e édition du Festival panafricain de la télévision et de l'audiovisuel de Ouagadougou, un homme de culture, un professeur de littérature, un sémiologue, Dr Massamba Gueye. Bonjour docteur. Bonjour Bijou, et c'est un plaisir aussi de vous retrouver ici au Burkina dans le cadre de FESPACO 28 où le Mali est pays invité d'honneur mais où la forte représentation de la production sénégalaise donne aussi une marque assez exceptionnelle à cette présence-là. Alors, on est d'accord que cette 28e édition s'inscrit dans un contexte assez particulier. On parle du FESPACO de la résilience. Comment vous vivez cette édition-là? Mais je le vis avec deux sentiments. Déjà un premier sentiment de fierté en tant qu'Africain et panafricain de voir que l'Afrique est capable à des moments aussi stratégiques, des moments aussi cruciaux, de faire bloc derrière un pays frère et de venir dire non à l'oppression de l'incompréhensible, et de dire non à l'oppression du terrorisme et de dire non à ceux qui veulent tuer notre mémoire collective et la créativité. Donc de voir ces pays africains aussi présents et de voir cette effervescence, de voir aussi ce peuple burkinabé qui ne pleure pas, qui ne subit pas, mais qui est debout et qui accueille les gens avec joie. On a l'impression parfois d'oublier, qu'ils oublient ce qui se passe, mais ils sont conscients de ce qui se passe. C'est un sentiment de fierté, mais aussi un sentiment de regret de voir tout ce potentiel que nous avons de cohésion sociale, de stabilité, hérité de notre histoire commune, en train aujourd'hui de créer des blocs de pays, pairs, impairs, contre d'autres blocs de pays, alors que nous sommes un même peuple, nous parlons les mêmes langues, nous avons les mêmes coutumes. Donc ceux qui sont à la base de ça, je pense qu'ils méritent que les pays de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, fassent une union sacrée et qu'on écrase les frontières. Notre solution est dans l'écrasement des frontières. Je pense que si tous ces pays étaient un seul pays, aucun terroriste n'aurait un coin où se cacher. Ils ont des coins où se cacher parce qu'il y a des coins perdus. Mais si on avait fait de l'Afrique de l'Ouest un seul pays, avec un seul hymne, un seul drapeau, où chaque pays serait qu'une région avec un gouverneur général, je pense qu'on lutterait facilement contre le terrorisme. On pourrait en arriver là parce qu'aujourd'hui, comme vous, le Premier ministre du Mali, M. Choguel Maïga, est du même avis et il l'a dit lors de l'ouverture de cette 28e édition. Comme vous l'avez dit, le Mali est le pays invité d'honneur et le Burkina et le Mali se donnent actuellement la main et le Sénégal est là. Le Sénégal est là avec 12 films en compétition. Vous en avez vu? Quelle impression ils vous ont laissé, ceux que vous avez vus? Mais une qualité certaine, parce que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir vu un premier film, un premier long d'un jeune créateur né du cinéma informel à la base, mais devenu professionnel. Je pense que le premier film, le film de Lopi, est un film assez exceptionnel autour de la Tabaski. Ça, c'est de voir ces jeunes-là avec ces jeunes producteurs, ces jeunes productrices accompagner quelqu'un qui est né des ateliers de la banlieue, de le voir avec dessinant les tares de notre communauté et de voir aussi les doyens, les seniors, avec la maturité de l'écriture cinématographique comme Moussa Senapsa, ça fait du bien. Je pense que le cinéma sénégalais tel que je le vois est un cinéma aussi bien en documentaire qu'en fiction, est un film et en série, est un cinéma qui est en train de gagner en marque et de gagner en maturité. Mais ce qui est beau aussi, c'est qu'aucun film sénégalais ne ressemble à l'autre et aucun réalisateur n'a le même discours que l'autre. Donc on n'est pas dans l'uniformité, on vient d'un même pays, mais je pense que comme pour la musique, Youssou N'Dour n'a pas la même écriture musicale que Ismaël Lo, qui n'a pas la même que Baaba Maal. C'est extrêmement rare qu'un pays ait ça. On est en train de l'avoir pour le cinéma et c'est tant mieux. Un hommage est rendu à Sembène dans le cadre de cette 28e édition-là. Un buste a été dévoilé dimanche dernier en l'honneur du père du cinéma en Afrique subsaharienne. Comment vous percevez cet hommage-là? Pour moi, de poser le buste de Sembène dans cet espace-là et à l'entrée des bureaux du FESPACO, c'est comme si on demandait au patriarche de veiller sur l'héritage. Alors que c'est nous qui devons veiller sur l'héritage. Nous devons veiller sur le patriarche. Le message est très clair.
Aujourd'hui, le buste est posé, l'hommage est rendu à Sembène. Mais comment faire pour que ceux qui sont ici et qui voient cet hommage-là, qui voient cette présence de Sembène, quand ils descendent au Sénégal, qu'ils voient autant de présence aussi de Sembène et d'autres. Je pense que le Burkina nous a montré que chaque pays, chaque grande capitale doit avoir une allée de ses héros. L'Afrique doit apprendre à célébrer ses mémoires et ses héros. Et nous devons arrêter d'ignorer nos héros ou de les comparer. Nous avons besoin de chaque héros et chaque héros a apporté ce qu'il doit apporter. Il n'y a pas un seul héros absolu. Et l'hommage à Sembène nous montre que la place du souvenir africain doit encore être repensée, doit être le lieu des mémoires, le lieu des célébrations. Et nous devons y retrouver ces héros-là et ces créateurs-là, ces porteurs d'universalité. La célébration du centenaire au Sénégal sera peut-être l'occasion pour faire cela. En attendant, il est annoncé le lancement ici à Ouagadougou d'un festival international de cinéma à Dakar. Vous pensez qu'on en a vraiment besoin? Moi, je ne pense pas que ce sera fait ici. Je ne pense pas que le Sénégal puisse commettre cette erreur de faire une annonce aussi importante ailleurs qu'au Sénégal. Parce que nous avons un pays aussi avec des règles. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie que la Coupe d'Afrique de football n'empêche pas que chaque pays doit avoir un championnat fort. Il faut qu'on comprenne qu'en Europe, cette question ne se pose pas. Ici aussi, la question ne doit pas se poser. Ce n'est pas parce qu'il y a une biennale des arts contemporains au Sénégal que les autres pays africains doivent priver leur public. Tout le monde ne peut pas prendre un billet d'avion pour venir voir des films ici à Ouaga. Et les Sénégalais qui sont à Louga, ils n'ont pas le droit d'avoir un festival de cinéma. Pour moi, il faut qu'on arrête à chaque fois qu'il y a une progression en Afrique, qu'on pose cette progression à titre de comparaison. Nous avons un festival panafricain, c'est le FESPACO, que nous devons tous soutenir, que nous devons tous tenir, c'est pourquoi nous sommes là. Mais chacun de nos pays aussi doit avoir un festival destiné à un festival thématique, etc. Et cela, pour moi, ça permettra de préparer nos créateurs à mieux préparer même leur participation au FESPACO. Si un festival au Sénégal, un festival de cinéma au Mali, un festival de Sénégal de théâtre ou de cinéma en Guinée sont des filtres pour pousser la création à être de top niveau, on arrivera à ce que les films qui arrivent ici à FESPACO puissent concurrencer les films des Oscars ou bien les films d'autres compétitions. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, le Sénégal a raison de donner à ses créateurs un espace de diffusion. Un grand festival, le Sénégal, mais le FESPACO et le prochain festival du cinéma du Sénégal sera aussi à son identité. Mais c'est un plus, ce n'est pas un moins ni une concurrence. N'aurait-on pas pu repenser les récidives? Oui, on aurait pu penser les récidives, mais on a deux options. Vous savez, il y a l'option de refonder et il y a l'option de créer. Le problème, c'est, voilà, quand un pays veut avancer aussi, parfois il faut qu'il se fasse ce que j'appelle le parricide. Parfois on vit sur les souvenirs, parfois on vit aussi sur les ruptures. Là, le Sénégal a décidé de faire une rupture pour avancer. Moi, je ne demande même pas qu'on oublie les récidives, mais qu'on se repose sur les acquis du récidive, qu'on repense ses faiblesses et qu'on se calibre à partir de ça pour avancer. Alors, on va quitter le cinéma, on va parler conte. Vous êtes un conteur. On a un festival de cinéma, on a une biennale des arts, on a le salon de la littérature. Le conte n'est-il pas un peu oublié? Oui, le conte est très oublié au Sénégal. Le conte est oublié au Sénégal parce que dans un pays de l'oralité, dans un pays comme cela, les seules activités liées au conte sont des activités privées. Que porte la Maison de l'OAT du patrimoine, que porte Fatkine avec le Kadoumam, que porte Zumba avec le Cocon, que porte Ngari avec le Ferpi à Louga, ou bien que nous avons à Sédhiou ou que nous avons à Diourbel avec Djoum. Mais ce sont des initiatives privées. Aujourd'hui, je pense que le Sénégal doit mettre en place, autant que pour le cinéma, les rencontres internationales des arts oratoires et du patrimoine. Et ça doit être un instant de conjugaison de l'ensemble des influences des arts oratoires et des productions d'art oratoire. Aujourd'hui, le slam est en train de gagner une très grande place, mais où vont les jeunes slameurs pour se former? Où vont-ils? Est-ce qu'il y a des espaces pour les former? Quand ils se sont formés, est-ce qu'ils ont des espaces d'expression? Où vont ceux qui font le tassou? Où vont ceux qui slamodient les textes sacrés? Ce sont des artistes de l'oralité. Et le Sénégal gagnerait à avoir cet espace-là. Nous, on avait lancé la grande parole
en 2019. Après, le Covid est arrivé, freiné tout le monde. Bon, les fonds Covid nous ont certainement permis à nos structures, nous, en tant que compteurs, de nous structurer et de nous stabiliser. Aujourd'hui, nous partons en 2023 vers les rencontres internationales des arts du récit. La grande parole va revenir et pour moi, le conte est un art très oublié. Il est logé à la direction du patrimoine culturel, mais on oublie que le conte est devenu une pratique scénique qui a sa place en tant que pratique artistique. Je pense quand même que l'exercice du conte doit être obligatoire à l'école. Parce que le conte est un art qui permet de prendre la parole, qui permet de s'affirmer, qui permet d'avoir une culture générale. Et nous plaignons tous que les jeunes soient des jeunes sans profondeur généralement du discours, ce qui n'est pas vrai. Mais il est temps que l'État du Sénégal se dise: je suis dans le Mandé, je me réclame un peuple d'oralité. Quelle est la place de l'oralité? Alors, l'État pourrait commencer peut-être par, comme on le fait avec la Journée internationale de la danse, de la musique, peut-être par célébrer cette journée-là dédiée au conte et qui est, je pense, le 19 mars. Mais oui, bon, il faut aussi rappeler que pour ces journées, la Journée internationale du théâtre a été célébrée par Makodou Mbengue, Massamba Gueye, Kader Diarra. Pendant des années, c'est nous qui avons initié la célébration de cette année-là avant de passer le relais à la direction des arts. Il faut rappeler aussi que c'est CAIFET qui a mis en valeur la Journée mondiale de la danse et que le ministère l'a rattrapé. C'est pourquoi nous aussi, depuis 2004, nous lançons chaque année des célébrations de la Journée mondiale du conte, et espérant qu'un jour le ministère, autant que nous avions fait avec le théâtre et la danse, se dira: mais pourquoi pas moi? Il y a des prémices et voilà, il faut que ce soit dans l'agenda national et qu'il y ait la même préparation que pour les autres événements. On en revient à ces rencontres internationales que vous avez initiées. Ça va être autour de quoi? Quels pays sont attendus? Ça concernera juste l'Afrique? Oui, déjà en 2000, il faut rappeler qu'en 2008 déjà nous avions la grande caravane internationale du conte où l'Allemagne participait, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo, etc. Et en 2019 nous avions le Sénégal, le Burkina, nous avions aussi l'Allemagne. Nous espérons cette année avoir tous les pays de la CEDEAO si possible, et avoir aussi les pays de l'Afrique centrale, parce qu'actuellement on reçoit des stagiaires qui viennent de France et du Gabon. Mais notre grande envie, c'est d'avoir l'Afrique au-delà des barrières linguistiques. Et après, nous ouvrir au monde où on espère vraiment que ce sera d'une dimension internationale et qu'au niveau de la qualité aussi, on aura ce qu'on a pu avoir avec la Nuit du Conte à Ouaga et la Nuit du Conte à Conakry. Avec vous, les initiatives privées ne manquent pas. Vous avez créé la Maison de l'Oralité, Kër Leyti. Comment est née l'idée d'ouvrir cette maison-là et quelles sont les activités qui y sont développées? Voilà, en 2009, quand j'ai fini mes travaux universitaires, j'étais confronté à un choix. Le choix d'attendre que les gens décident que je sois recruté à l'université ou le choix de mettre en place un espace privé. Et moi, je ne laisse jamais les gens décider à ma place. Et je me suis dit, le conte m'a tellement donné, il m'a permis de connaître le monde, m'a permis d'avoir un nom, aussi petit qu'il soit, et que le projet que j'avais en ce moment-là dirigé et qui était coordonné par Pape Massène Sène, en ce moment secrétaire général du ministère de la Culture, me permettait, avec Oumar Ndao et Lamine Sarr, qui était devenu plus tard directeur de cabinet du ministère de la Culture, m'avait permis de parcourir un peu l'Afrique, de collecter des millions et des millions et des millions d'instants de contes qui sont devenus des milliers et des milliers d'heures de contes et des centaines de récits. Sur les pays lusophones, sur les pays comme on avait le Cap-Vert, on avait la Guinée-Bissau, on avait collecté tellement de contes et ces contes sont devenus des outils pédagogiques. Il y avait ce fond, qu'est-ce qu'il fallait faire de ce fond? Après, je me suis posé cette question. On nous dit que l'église, c'est la maison de Dieu. La mosquée, c'est la maison de Dieu. Mais l'oralité n'a pas de maison. Dans l'Afrique de l'Est, on dit que c'est la terre de l'oralité. J'ai dit donc, je vais créer une maison de l'oralité. Mais cette maison ne s'arrête pas au conte. C'est toutes les formes d'oralité et notre patrimoine. Le patrimoine immatériel, le patrimoine matériel, le patrimoine culinaire, le patrimoine médical. Donc c'est comme ça que c'est né. Et après, on avait constaté aussi qu'à chaque fois qu'on organisait le Festar,
J'ai été pendant 15 ans administrateur du Festival international Théâtre pour la paix. J'ai été pendant une dizaine d'années responsable du service com de Kaifetch. Mais on avait des problèmes. Si les institutions occidentales culturelles qui sont à Dakar ne nous prêtent pas des lieux, nous n'avons pas de lieux. Si le ministère de la Culture a besoin de ces espaces, nous n'avons pas de lieux. J'ai dit il est temps de créer une résidence. C'est pourquoi j'ai mis des chambres là-bas et il est temps de créer un espace pour que les gens puissent venir écrire, pour que les gens puissent venir y répéter. C'est comme ça que Kër Leyti est né et une section aussi pour les enfants. Donc en même temps, on a le centre de recherche et on a aussi le centre d'expression artistique et le lieu de résidence. Mais Kër Leyti, on y compte aussi comme on faisait les comptes quand on était enfant. Mais oui, on compte à Kër Leyti comme on comptait traditionnellement pour transmettre cette méthodologie-là. Mais aujourd'hui, on compte aussi grâce à nos studios qui sont là-bas, grâce au numérique, grâce au web. On essaie aussi de compter par la radio, on essaie aussi de compter par le slam. C'est pourquoi nous recevons des jeunes comme Maïssa Mara, etc. Mais des familles y viennent maintenant le vendredi, ils restent le vendredi, ils dorment là-bas le samedi, ils mangent des plats traditionnels et le soir, on a des veillées de compte comme à la traditionnelle. Vous ne comptez pas que sur scène, vous écrivez. Mais votre dernier conte remonte il y a quelques années. Est-ce que vous avez quelque chose que vous préparez? Oui, je ne compte pas que sur scène, je compte à la radio, je compte aussi sur Internet avec les podcasts Xam Sa Demb Xam Sa Tay qui sont disponibles sur toutes les plateformes, mais je compte aussi avec les livres. C'est vrai que depuis 4 ans, je n'ai pas sorti de livre depuis L'Or du Sage à l'Aldi. Mais il faut laisser les livres vivre aussi. Les contes, il faut les laisser vivre. Il y a un conte qui est en route, qui arrive là, Sacré Jumelle, dont l'histoire va parler des problèmes que vivent les jumeaux en Afrique, et les jumelles et les superstitions. Mais sauf que moi, mes héroïnes seront des jumelles albinos. On règle un double problème de tous ces albinos-là, de comment ils sont perçus, et des jumeaux. Comment ils sont perçus, et ils vont poser des questions fondamentales comme les questions de droit à l'éducation, le droit à l'existence et le droit à la différence. Dans votre discours, on sent que vous ne voulez pas être réduit à un pays. Quand vous parlez de problèmes africains. Et on vous appelle la bouche de l'Afrique. D'où vient ce surnom? Ah oui, oui, la bouche de l'Afrique m'a été donnée comme surnom en 2006 à l'occasion de la célébration du centenaire de la naissance de Senghor. Nous avons été invités au Burkina, je dis le Burkina parce qu'on est au Burkina, à Conakry, par un ami qui avait un festival Kini. Et en juin à l'Institut français, il y a un conteur canadien, Martin Gauthier, qui m'a écouté, il m'a dit, c'est bizarre, quand je t'entends compter, je n'entends pas un pays, mais j'entends l'Afrique. J'entends l'Afrique, j'entends les voix de l'Afrique, j'entends la présence de l'Afrique. Il me dit, toi, tu es la bouche de l'Afrique. Et je souhaiterais que tu gardes ce nom comme nom de scène. La bouche de l'Afrique est née comme ça. Binda Ngazolo était présent et Binda a confirmé. Et j'ai dit, bon, les meilleurs baptêmes sont ceux qui sont donnés par les collègues. Et c'est depuis lors que cette expression-là est née, Massamba Gueye, la bouche de l'Afrique. Mais ce n'est pas moi qui me considère comme la bouche de l'Afrique. Mais j'ai toujours pensé que l'Afrique devait avoir sa propre bouche. Parler de sa propre bouche, il était temps quand même qu'on ferme la bouche de ceux qui parlent de l'Afrique au bout d'un stage d'une semaine ou bien d'un mémoire de maîtrise sur l'économie rurale. Tu deviens spécialiste de l'Afrique. Chaque fois, sur tous les plateaux du monde, je vois des spécialistes de l'Afrique qui ne font pas la différence entre le Mandé et le Buntu ou le Bantou. Et quelles sont les relations que vous avez avec ceux qui font des contes en Afrique, avec les autres textes en fait des autres pays? C'est quoi le rapport? Mes rapports sont des rapports de fraternité et d'échange. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays en Afrique où je peux descendre sans aller directement dormir chez un conteur. Ça, j'ai cette chance-là, que ce soit dans les pays lusophones, dans les pays anglophones, que ce soit dans les pays arabophones. Parce que pour moi, l'Afrique, c'est des pays, c'est un seul pays, mais il y a des zones arabophones. Et c'est aussi beaucoup d'échanges. Grâce à la Maison de l'oralité et du patrimoine, aujourd'hui, et nos échanges, aujourd'hui, il y a une Maison de l'oralité et du patrimoine qui, au moment où on fait cette interview, est en train d'être inaugurée à Conakry par Petit Tonton, et qui s'appelle la Maison de l'oralité et du patrimoine Koumakan. Et grâce à Kër Leyti aussi, et nos collaborations, une Maison de l'oralité et du patrimoine vient d'être créée vers Marrakech. Donc, c'est ça nos rapports, c'est des rapports d'échange et d'enrichissement mutuel. On se rencontre beaucoup, on fait beaucoup d'ateliers ensemble et on s'échange. Beaucoup de stagiaires.
Et c'est cela. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que nous devons prostituer notre façon de faire des récits pour faire plaisir à quelqu'un qui a de l'argent. Avec ces gens-là, je ne m'entends pas. Je ne m'entends pas avec les gens qui ne sont pas sérieux, avec notre patrimoine, qui le pillent, qui sont capables à prostituer ce patrimoine-là pour faire plaisir à des budgets, à des subventions. Avec ces gens-là, je ne m'entends pas. Qu'est-ce que vous appelez piller? Mais piller, c'est prendre ce patrimoine-là, aller dans un village, collecter tous les comptes d'un village, parcourir le monde, faire des spectacles, être payé et sans jamais revenir construire un puits dans ce village-là. Quand nous allons prendre le patrimoine-là, nous en tant que professionnels et que nous vivons avec ce patrimoine-là, le minimum c'est de retourner à ce peuple-là et retourner à ces communautés-là, échanger avec eux, prendre ces comptes-là, en faire des livres, mais aussi ramener ces livres-là et ramener des cahiers et des bics et aider l'école de ce village-là. Pour moi, c'est ça que j'appelle piller. Maintenant, prostituer, c'est vraiment faire dire à notre art des choses qu'il ne dit pas. Et le soumettre à des expressions qui ne sont pas conformes à notre idéal, à nos valeurs. Pour moi, ça, c'est de la prostitution patrimoniale. En parlant de collecte de patrimoine, vous avez travaillé au Sénégal sur la collecte du patrimoine immatériel avec la direction du patrimoine. Parlez-nous de ce projet-là. Oui, en 2018-2019, l'État du Sénégal a senti le besoin d'avoir des experts dans le domaine des experts référents pour le patrimoine et aussi de lancer une grande collecte du patrimoine immatériel. Et c'est ça, c'était la première fois qu'on lançait une collecte de cette envergure-là. J'ai eu la chance de coordonner cette activité-là avec des experts pointus comme le professeur Ibrahima Wane, comme Fatima Fall, donc du CRDS, comme aussi l'actuel DPC et comme le défunt Abdelaziz Guissé. Nous avons eu la chance de former les différents directeurs de centres culturels grâce à ce projet, avec l'apport de Sidi Traoré, notre ami du Burkina. Et nous avons lancé, avec les communautés, la collecte. On s'est retrouvés avec plus de 150 éléments collectés, dont 59 ont été inscrits pour la première fois sur une liste. Donc, une fois, ils deviennent des éléments partagés. Nous retrouvons le Fifirde, nous retrouvons le Kassak, nous retrouvons le Ndep, nous retrouvons le Khoy, nous retrouvons les sacrements religieux à Diourbel, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal a sur sa liste 59 éléments déjà partagés, dont le Tchéboudienne, qui a été extirpé de cette liste-là pour être partagé avec le monde. Donc c'était une expérience extrêmement importante qui m'a permis moi d'aller dans des zones où je n'avais jamais mis les pieds, à la frontière du Sénégal, de dormir et de vivre avec les communautés et de partager, voilà, et de voir que quand on cherche de la culture bambara, on ne va pas forcément à Tamba, on peut s'arrêter à Thiès. Et de comprendre que quand on cherche de la culture Diola et du patrimoine Diola, on peut s'arrêter à Koki pour avoir déjà les bonnes bases avec les Djémé qui y sont et les Tamba qui y sont, pour retourner. Et comprendre par exemple que quand on cherche des histoires sur la famille Diop, on peut aller à Carabane, chez la famille Mor Diop, pour faire la connexion avec Koki. C'est cela que j'ai découvert, c'est-à-dire la profondeur de nos liens qui font qu'aucun terroir n'appartient à aucun groupe ethnique. Il y a des poches d'ancrage culturel extraordinaires. Moi, j'ai mieux aimé mon pays et je me suis senti parent, fils et fille de tout le monde. Je ne me sens plus ni Wolof, ni Peul, ni rien du tout. Moi, je me sens sénégalais, point final. Et ça, c'est la collecte qui m'a permis de savoir ça. Imaginez que vous arrivez à Carabane, vous descendez, vous entendez Diop, 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 Diop. Vous demandez à la famille, c'est la famille de Serigne Mor Diop. La famille de Serigne Mor Diop, vous retournez à Koki, vous voyez la famille de Al-Matar Noumé Diop, vous rentrez dans la famille de Serigne Khaban et qui vous dit voilà. Et vous retrouvez des Sidibé à Ziguinchor dont la mère est liée à cette famille-là. Et ces gens-là se rendent compte que grâce à ce travail-là, qu'ils doivent aller à Koki, le site de départ de leur grand-père qui est venu s'établir là-bas. Et c'est ça qui a été extraordinaire dans cette collecte-là. Et quand vous découvrez un art culinaire, vous le trouvez dans une zone, la zone se l'approprie, vous vous rendez compte que cet art culinaire-là porte des condiments qui font que, normalement, vous l'avez découvert au Fouta, mais la base, c'était à Tambacounda. Et c'est ce que j'ai découvert, c'est que nous sommes dans un pays de continuité culturelle. Effectivement.
Et ça, c'est une belle expérience au Sénégal où on territorialise des noms. Les Sambous viennent tous de Casamance, on se dit, alors qu'on en trouve ailleurs. C'est vraiment une belle expérience pour vous. 59 éléments sont déjà fixés. Le reste, vous en faites quoi? Mais le reste, on continue. Chaque année, le Sénégal a la possibilité. Actuellement, on travaille sur une liste d'inventaire. Je ne veux pas tout déflorer, mais une grande communauté religieuse veut protéger un grand pan du patrimoine. Je travaille avec eux en ce moment. La DPC, ce matin, j'avais une réunion avec le directeur du patrimoine culturel. Autour des jeux traditionnels, nous allons proposer l'inscription d'un élément aussi pertinent que le yoté. Le yoté qui est notre jeu d'échecs. Nous allons proposer ça à l'ISESCO simultanément. Et cette fois-ci, la force, c'est que tous les pays africains ont décidé d'inscrire en même temps tous les jeux traditionnels africains. Les jeux à pions. Le wouré, qu'on appelle le awalé, le yoté, et pour montrer aux gens aussi que voilà, il n'y a pas que l'échec et les jeux de dames, il y a autre chose. Pour le moment, on travaille à ça. Et donc, ce qui suppose qu'on va faire encore un inventaire, parce qu'il faut inscrire l'élément dans une liste d'inventaire nationale pour pouvoir l'exciter, et nous devons le faire très rapidement. Savoir que les religieux s'y intéressent est quand même une belle annonce. Sachant que là, on s'intéresse de plus en plus au tourisme religieux, ce serait bien d'avoir des éléments à présenter. Mais c'est extraordinaire parce que quand on parle du tourisme religieux, il faut avoir du support. Les gens, ils viennent dans un lieu, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Imaginez aujourd'hui que nous avons inventé ce qu'on appelle le wolofal. Mais le wolofal, tel qu'il est écrit dans le caractère wolof, avant, il était en pulaar et écrit en caractère arabe. Aujourd'hui, quand on décide de protéger ce patrimoine-là, on décide de montrer une façon de coloniser une colonisation. Comment la culture arabe est arrivée dans notre territoire et comment nos langues ont colonisé cette culture-là. Et pour comprendre la difficulté de tous ceux qui veulent faire de nous des Arabes, ce ne sera pas possible. Et de vouloir le protéger, c'est faire en sorte que quand quelqu'un arrive à Tivaouane, qu'il ne voit pas que la grande mosquée de Tivaouane, mais qu'il voit autour de Tivaouane tout ce qu'il y a à Pire. Et quand il arrive à Pire, qu'il découvre le rapport entre la culture et les lieux, mais qu'il découvre aussi les bibliothèques, qu'il découvre aussi la culture. Prenez par exemple la culture mouride. Prenez la culture laïenne. La culture laïenne, ce n'est pas que de liturgie. C'est une philosophie de vie. C'est un mode d'habillement. C'est un rapport dans l'habitat, une reconfiguration de l'habitat, mais surtout un héritage patrimonial et matriarcal. Extrêmement puissant. Vous prenez par exemple la communauté mouride. Si aujourd'hui on doit travailler sur le tourisme religieux, et j'espère que le ministère du Tourisme comprendra l'intérêt de se rapprocher de la culture, parce que la culture a fait beaucoup de pas, mais le ministère du Tourisme n'a pas fait suffisamment de pas vers la culture. Et prenez par exemple la culture mouride, c'est quoi? La mouridia, c'est quoi? Est-ce que ce sont les textes de Serigne Touba, les Khassida seulement? Est-ce que la mouridia, c'est le café Touba? La philosophie du café Touba, la philosophie du partage? Est-ce que la mouridia, c'est le vestimentaire, les balahat, les ndiakhas, les ndjel, qui sont devenus en train d'aller sur l'espace politique? Est-ce que la mouridia, c'est la concession circulaire, etc. Donc je pense que voilà, si on arrive à inscrire ça, ce sera extraordinaire. Mais ce travail-là, il va continuer au-delà des 150 éléments qui ont déjà été... Oui, chaque année, l'État doit identifier de nouveaux éléments. Et ça ne s'arrête jamais. Chaque année, il y a de nouveaux éléments culturels. Parce qu'une communauté, par exemple, une communauté peut décider que le Kanyalen ne doit pas être accessible à tout le monde et refuser de protéger le Kanyalen. Mais l'année suivante, la communauté peut se réunir pour dire « Ah, vous avez vu ce qui est arrivé avec les Chiboudiens, si on ne le fait pas avec le Kanyalen, on risque de le perdre parce que... » etc. Et décider l'année suivante de dire « Ah, vous pouvez inventorier le Kanyalen et le mettre dans la liste. Mais nous ne voulons pas que ça aille à l'UNESCO. » Parce que l'État ne peut pas décider de ce qui va être protégé, il n'y a que la communauté qui peut le faire. Aujourd'hui, on peut avoir la communauté tidjane qui dit « La wazifa ne peut pas être déclarée. » Mais l'année prochaine, la communauté peut nous dire inventorier la wazifa et inscrire la wazifa sur la liste du patrimoine. Le Tahouran, le Tadjibon, etc. Donc chaque année, il y a de nouveaux éléments qui vont être ajoutés. Ce sera jusqu'à la fin des temps, l'État va avoir du patrimoine. Parce que ce qu'on est en train de faire en 2023 deviendra en 2063 un patrimoine. Et comme ça, on l'inscrira aussi. Parce que le patrimoine, ce n'est pas ce qui est mort. Hein. On inscrit ce qui est encore vivant. Ce qui est mort, on ne l'inscrit pas.
Mais ça n'a pas été facile, on imagine. Ça a été très compliqué. On ne parle pas des pannes de voiture, on ne parle pas des crevaisons, on ne parle pas des moteurs qu'on a crachés en cours de route, on ne parle pas des accidents qu'on a subis, on ne parle pas des privations, on ne parle pas des maladies. Ça a été physiquement extrêmement éreintant et dur pour nous. Ça a été très dur, mais c'est parce qu'on le fait pour le pays que c'est extraordinaire. On descend dans une zone où, bon, en tant que fils Wolof ayant grandi entre le Saloum, le Djolof, etc., tu ne comprends pas la langue dont qu'on parle. L'habitat n'est pas le même, le mode alimentaire n'est pas le même. Mais tu te réjouis de ça. Parfois, tu es tellement fatigué que tu ne peux pas manger. Tu arrives à des moments où tu ne peux pas dormir. Et tu es confronté à des communautés qui sont d'accord. Tu arrives, la communauté n'est plus d'accord parce que quelqu'un a influencé la communauté. Ta vie est en péril. Tu en arrives à un moment où des communautés sont en guerre parce que tel élément ne doit pas être touché. Parce que tel était venu quelques années et leur avait proposé de l'argent. Parce que ce qu'on interdit, c'est d'aller proposer à une communauté de l'argent ou des attentes financières. La base, c'est que la communauté doit avoir une acceptation qui est éclairée et préalable. La communauté doit savoir ce qui l'attend au préalable et doit avoir tous les éléments pour dire oui, je m'engage. Et c'est parfois très très dur. Moi, j'ai vécu lors de la dernière collecte, j'ai vécu des choses extraordinaires avec le Miss de Gandiaye, où j'ai découvert vraiment des choses autour de la vie des oiseaux. Mais dans certaines zones, j'ai souffert. J'ai souffert physiquement, j'ai souffert médicalement. On a perdu, comme j'ai dit, on a perdu une voiture. Et on n'a jamais demandé à l'État de nous rembourser parce qu'on avait engagé nos propres moyens. Mais on est heureux, très heureux de faire ce travail. On imagine, et le résultat en vaut bien la peine. On reste sur le patrimoine. On avait des patrimoines vivants. Et on n'a eu que Samba Diabaré Samb. Qu'est-ce qui a fait que ce projet n'a pas vraiment eu le succès escompté? C'est l'UNESCO, c'est l'UNESCO qui avait mis en place à un moment une politique de patrimoine vivant, mais c'est les pays qui proposaient sur la liste. À un moment, l'UNESCO a arrêté de déclarer des gens patrimoine humain. Donc je pense que depuis 2006, il n'y en a plus. Et maintenant, ce que nous proposons, c'est que la direction du patrimoine culturel mette en place une mission et chaque année qu'on identifie, nous au Sénégal, des gens qu'on va déclarer patrimoine humain vivant. Mais le patrimoine humain vivant, c'est quelqu'un qui est porteur d'une tradition qui risque de disparaître avec lui. Il faut qu'on comprenne aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui est exceptionnel ou bien. C'est par exemple, voilà, ou qui a un nom. Et il faut aujourd'hui se rendre compte qu'avec Ablaye Ndiaye Thiossane, une façon de chanter a disparu. Aujourd'hui, Kharbay Madiaga est patrimoine humain vivant. Maintenant, la direction du patrimoine culturel doit avoir cette politique-là et devrait, nous, en tant que Kër Leyti, Maison de l'Oralité du patrimoine, en tant que Lebon Tchiller, on posera les actes qu'il faut, on a commencé à les poser pour accompagner le nouveau ministre de la Culture et le nouveau directeur du patrimoine à avoir vraiment une politique chaque année de désignation. Maintenant, il faut qu'on se le dise, que chaque Sénégalais ne se lève pas pour dire que mon grand-père était le plus beau, ma grand-mère était la plus belle, déclaré. Donc ça aussi, il faut le dire très clairement, parce qu'on est au Sénégal aussi. Alors, on n'en a jamais assez de l'écouter et on en apprend beaucoup aussi quand on le rencontre. Dr Massamba Gueye, Africulturel, a été très heureux de vous avoir aujourd'hui comme invité et cet échange, je pense, est très riche. Merci à vous, merci d'avoir répondu à cette invitation-là. Merci et j'espère que nous retournerons avec l'Étalon d'or parce que nous avons les films qu'il faut, autant en documentaire, en long métrage, en docufiction, en documentaire court que long et en série. J'espère que nous rentrerons avec une moisson et que Africulturel deviendra l'un des plus grands groupes de presse au niveau africain et panafricain. Je vous vois dans 10 ans voilà, à la place de voilà, RF est quelque chose et TV est quelque chose. Je vous vois à leur place, les concurrents, eux toujours présents, mais vous aussi, avec suffisamment de moyens. Et je souhaite que le privé et que les banques vous fassent confiance et qu'ils vous donnent de l'argent parce que vous travaillez et que si on ne vous soutient pas, notre discours ne passera pas. On croise les doigts. Merci à tous ceux qui ont suivi cet échange qui a été très fructueux pour nous. Merci beaucoup et à très bientôt.